Bon, alors, bonsoir et merci de nous avoir suivis pour cette rencontre qui suit la projection du film. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement pour accompagner la projection. Donc, Jérôme de Gerlache, qui est le réalisateur du film, Elisa Cos, la monteuse, et Ismaël Lefebvre, qui est le producteur en partie du film et producteur de la tournée. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez nous interrompre, vous levez le bras et on se débrouillera pour vous faire passer un micro. L'idée de cette rencontre, c'est d'approcher le film, sa fabrication d'un peu plus près, et puis plus largement d'approcher cette aventure, cette histoire de la tournée que raconte le film. Alors, on va procéder d'une façon un peu chronologique pour commencer. Donc avec toi, Ismaël, puisque tu es à l'origine, à l'initiative donc, de la tournée et du film, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est produit? Déjà peut-être reposer un petit peu le contexte de cette tournée et puis nous dire pourquoi, enfin comment est arrivée l'idée de ce film. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Le contexte, c'est d'abord, on va dire, une première tournée avec Juvénile en Asie, en Chine en particulier, où on a vraiment senti un réel intérêt pour la musique occidentale et française a fortiori. Et au retour, en discutant avec, d'une part, les instituts français à Paris et notamment la SACEM, qui sont vraiment deux partenaires forts de ce projet, on a décidé de monter un projet, un dispositif plus large qui travaille en plus dans toutes les dimensions, c'est-à-dire le live, l'exploitation des œuvres et des prestations des artistes, de la promo, et une dimension transmédia, audiovisuelle, pour témoigner de cette expérience, quoi. Donc, on va dire le point de départ, c'est vraiment une volonté, enfin en tout cas du documentaire, c'est vraiment une volonté de témoigner, d'éditorialiser, de raconter une histoire. Et en l'occurrence, c'était un peu notre histoire, puisque ce sont des groupes, comme vous l'avez compris, qui se connaissent, qui se côtoient au quotidien, et que je côtoie moi aussi avec grand plaisir au quotidien. Et donc tu as cette idée. Alors voilà, là ça c'est l'idée. Donc ensuite effectivement il faut envisager d'une part faut trouver le réal, hein, parce que moi je suis pas, j'écris pas du tout, et puis même je suis assez novice dans le métier, en tout cas de producteur audiovisuel. Donc j'ai quelques contacts à Paris parce qu'on travaille beaucoup le format audiovisuel, enfin et le clip en particulier. Et j'ai un ami qui m'a conseillé Jérôme comme étant un super réal, qui aimait bien les grands défis. Et pour qui pourrait avoir de l'intérêt vis-à-vis de ce projet. Et donc on s'est rencontrés à Paris avec Marc, qui est le prod exé du film. Et on a commencé à un peu envisager l'écriture, mais d'emblée, c'est vrai que l'espace, on a laissé beaucoup d'espace à Jérôme, mais je pense que sans ça, je pense pas qu'il aurait trouvé un quelconque intérêt à venir avec nous sur ce projet. C'est avant tout une écriture, un projet d'artiste. Il y a un vrai sens de la narration. Et c'est pas un format, on va dire, préécrit ou voilà, il y a vraiment la genèse, c'est un travail d'auteur, je pense. Voilà. Ouais. Donc tu veux dire que toi, tu as un vrai désir d'un film documentaire et tu n'es pas dans l'optique, enfin pas que dans l'optique en tous les cas, de faire produire un film qui serait un support promotionnel pour ta tournée. Donc tu t'adresses à un réalisateur de cinéma. Exactement. Voilà, et donc tu lui présentes ce projet-là. Et donc toi, Jérôme, tu dis quoi? Comment Mais ça il dit se... pas oui tout de suite, hein. Il a fallu le convaincre quand même un peu au départ. Alors, on s'est rencontrés et effectivement, là où on a trouvé, parce que les allers-retours c'est moins intéressant, mais là où on a trouvé finalement un terrain d'entente avec Ismaël, c'est il y avait un premier point, c'était écouter la musique et savoir quels étaient les groupes, parce que il faut déjà qu'il y ait une rencontre musicale et artistique, parce que enfin moi
Je choisis que des sujets qui me parlent. Alors justement, pourquoi toi? Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots avant quel est ton parcours de réalisateur? Alors moi j'ai un parcours assez... je viens d'horizons assez différents. J'ai fait une école de cinéma. J'ai été d'abord directeur de la photographie en court-métrage, en publicité. Ensuite je suis passé à la réalisation. J'ai fait pas mal de pubs, j'ai fait un peu de clips et j'ai fait notamment l'année dernière un long métrage documentaire qui va sortir en salle cet été, en juillet. On verra peut-être quelques images. On verra peut-être quelques images, qui s'appelle Heart of Glass. Et j'ai un long métrage là, de fiction cette année normalement que je tourne en novembre-décembre. Et voilà, j'ai parcouru, j'ai fait beaucoup de formats courts documentaires et formats courts fiction. Et donc j'ai exploré plein de terrains différents en termes de narration visuelle. Et là où je trouvais intéressant la rencontre avec Ismaël, quand on en a parlé, c'était qu'effectivement, il y avait une sorte de cahier des charges autour de la tournée, mais que tout de suite, quand j'ai mis l'idée que oui, il y avait la tournée et le French Miracle Tour, c'était un point important du récit, que en tout cas, il m'a laissé une totale liberté, et vraiment ça je le remercie parce que c'est pas toujours le cas quand on est commandité pour faire un projet de film. Il nous a laissé carte blanche, et donc quand on a reçu le projet avec Elisa, on a commencé à anticiper l'écriture du film, où on s'est plutôt dit, on a tourné le propos du film, où on s'est dit que la tournée et le French Miracle Tour allaient servir de décor à notre film, mais qu'on allait plutôt essayer de s'intéresser aux gens qui étaient dedans et à raconter l'histoire des différents groupes et des différentes individualités qui étaient à l'intérieur du film. Et que la tournée servait de prétexte à raconter l'histoire de ces gens, en fait. Et que oui, effectivement, c'est une tournée en Asie qui veut faire connaître la musique de jeunes groupes français, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être musicien? Quels sont les enjeux pour des jeunes musiciens? De quoi est-ce qu'on vit? Et c'était intéressant pour moi parce que j'ai d'autres amis musiciens, mais on n'est pas toujours... on n'est pas omniscient, donc on ne sait pas forcément quelle est la réalité de tout le monde. Alors là aussi, il y avait beaucoup de paris sur ce projet, parce que ça s'est fait très très vite, et c'est un peu comme du speed dating où je suis allé un soir à Rennes, on m'a dit tiens, tu vas rencontrer les groupes, donc j'ai pris un train, on s'est rencontrés, on a bu un coup pendant 1 heure, voilà, et puis après on se dit bon ben on va passer quand même, parce que les projets longs c'est un peu, moi j'avais différentes appréhensions, c'est que il y avait énormément de voyages. Moi, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, le voyage, donc je connais aussi les limites du voyage, c'est extrêmement fatigant, en fait, nerveusement, d'être dans un groupe. Et là, c'était quand même un groupe de 18 personnes, dans 6 pays différents, 10 villes. Je crois qu'il y avait une quinzaine d'avions à prendre, avec du matériel. Donc, c'était quand même, c'était un vrai pari logistique et surtout humain. D'accord. Et quand tu dis très vite, ça s'est fait très vite. En cinéma, en fait, ça n'existe pas, projet qui se monte très vite. Donc tu pars avec... Les temps de décision sur ce projet étaient surréels, parce que je pense qu'entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on a pris l'avion, il y a eu 6 semaines, un truc comme ça. Ce qui est... ou un peu plus, ouais. Ouais, 8 semaines, mais vraiment, ça a été quand même... ça a été très très court. Normalement, il y a des commissions, il y a des... on remplit toute une série de... On constitue éventuellement une équipe. Des équipes, ouais. Alors, et j'étais tout seul aussi, ça c'était un autre défi. Tu pars avec quel moyen, avec quel dispositif technique Alors, je suis parti avec on dirait... il y a une expression consacrée, mais je ne vais pas la dire maintenant. Non, mais tout le monde, on voit bien. Voilà, on l'a bien en tête, avec le couteau. Et donc ouais, c'était, et en plus moi je venais de passer, j'avais fait mon premier documentaire avec un dispositif assez léger, et là j'étais passé on va dire dans la division supérieure, donc je me suis retrouvé avec des contraintes aussi physiques, parce que la caméra fait une dizaine de kilos, j'étais tout seul, et d'ailleurs c'est ça qui est assez rigolo, parce que là ça me faisait encore rigoler, parce que dans pratiquement chaque plan du film on voit un des membres d'un groupe en train de porter mon matériel, et soit il porte le tube de Christophe, ou alors la valise caméra, ou le sac caméra, donc c'est ça qui était assez super, parce que très vite, en fait la seule possibilité pour que le film fonctionne était que j'arrive à m'intégrer dans le groupe, et que finalement moi le point de vue de réalisateur que j'essayais de défendre autour du film, c'était plutôt un point de vue de me mettre dans le regard et d'être parmi eux, et pas d'avoir une espèce de vision extérieure, et d'essayer de comprendre ce que c'est que
depuis l'intérieur de ce que c'est que la vie d'une tournée. Et parce que eux m'ont permis de le faire et parce que eux m'ont accueilli, et c'est ce qu'on... je ne suis pas passé à ce point-là, mais entre le début, les 2-3 premiers jours, et puis après, je sais pas, après le cap de Pékin, il y a vraiment un truc où on sent que le film démarre. Et le ton change. Le ton change, tout le monde se lâche, on oublie un peu que le mec avec la caméra, finalement il enregistre tout ce qu'on raconte comme conneries. Et comme je passe ma journée de toute façon avec la caméra à l'épaule ou dans les mains, il savait plus trop à la fin ce que je filmais ou pas. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de très naturel et de très vivant. De très naturel, et en même temps, donc c'est pas une place facile. Tu réalises, tu filmes, tu prends le son. Ouais. C'est pas... Et je monte la nuit. Parce qu'il faut donner des vidéos pour l'Institut français. Et donc je ne dors jamais. Non mais c'est vrai, c'est assez... Mais donc ce sont quand même des contraintes humaines évidemment, on comprend bien, mais des contraintes aussi matérielles. C'est-à-dire que tu te débrouilles comment, quel type de matériel tu as? Tu dis que tu as une caméra qui est très lourde. Ouais, j'ai une caméra de cinéma parce que l'image, après dans mes attentes, parce qu'il y a aussi forcément... Il y a l'attente du producteur et des intervenants qui vous commandent le film, puis après il y a ses propres attentes. Et moi le rendu des films et le rendu de ce que j'aime fabriquer est vraiment très important pour moi. Et donc j'avais choisi, sachant que ce dispositif était plus contraignant en termes de poids, j'ai quand même choisi de partir comme ça pour que l'image du film soit à la hauteur de ce que j'avais projeté, parce que l'intérêt pour moi c'est pas juste de faire un film et de prendre un chèque, c'est que ce film soit une expérience et m'amène d'autres films et me permette de progresser, de pouvoir faire voyager mon travail. Donc il y avait vraiment une dimension artistique au projet, et que ça facture, et ce que je suis content parce que de le voir en salle, parce que quand on le voit en salle généralement c'est quand même c'est là où on peut vraiment apercevoir on dire que si les buts esthétiques ont été atteints. Et donc vraiment ça a été une expérience extrêmement intense, mais qui globalement, on a eu quelques couacs techniques au début qui n'ont pas été simples à régler. Et la caméra est tombée en panne au 3e jour, donc voilà, elle était neuve, c'était pas prévu. Je me suis retrouvé à Pékin à minuit la veille d'un 1er mai à devoir réparer une caméra à l'autre bout de la Terre, donc ça c'était pas mal. Mais globalement tout s'est plutôt très très bien passé, et je pense que plus l'expérience avançait, plus tout fonctionnait mieux en fait. Entre justement donc l'idée, l'intention avec laquelle tu pars, l'idée de ce film et le matériau que tu saisis sur place, il y a un voyage aussi qui se fait dans ton projet change. Ouais, et il y a un vrai chemin, et surtout il y a toujours en tout cas en tant que réalisateur, il y a un vrai pari, c'est est-ce qu'à un moment donné les gens vont arriver à donner non pas ce qu'on attend d'eux, mais plus que ce qu'on en attend, et d'une manière la plus spontanée possible. En fait, c'est arriver à établir un lien de confiance avec les uns et les autres, parce que forcément au début quand on fait une interview, et c'est pour ça qu'on attend généralement, enfin moi en tout cas en général, j'attends un peu le dernier moment pour essayer de capter les échanges c'est fait plutôt à la fin du voyage. Il y avait 2 temps, il y avait le temps de la narration, le temps du maintenant où on est en train de bouger, on prend des avions, on balance tout ce qu'il y a dans le fond, et puis il y avait ces espèces et Elisa pourra en parler aussi parce qu'elle a vachement reconstruit ça après sur la table de montage, mais il y avait ce 2e temps qui était le temps où on se posait, où on se racontait un peu qui on était et ce qu'on cherchait, ce qu'on sentait, et chacun en fait, et c'est ça qui était super, c'est que j'ai senti vraiment que chacun avait pu exprimer ce qu'il ressentait de manière extrêmement naturelle et en sortant de la posture, ou en tout cas du dispositif d'interview qui peut être vraiment à un moment donné un peu cadenassant et qui peut être frustrant pour tout le monde, quoi, où chacun donne la réponse attendue et on n'a pas notamment c'est l'exemple, c'est Thibaut à Taipei, Thibaut le batteur du Juvénile, qui raconte un peu son quotidien, ou Christophe et Jean-Sylvain devant la boîte, je sais plus où c'était, à Taipei aussi je pense, mais ou à Jakarta, François Desmanceaux qui me parle de son métier, de ça. Et c'est des choses qui... On se projette en écriture, parce qu'on avait donc la trame avec Elisa, mais après, il
il y a une vraie inconnue, c'est est-ce que les gens vont me donner ce que j'espère qu'ils me donnent. Et ça on n'a c'est pas le la temps, c'est le vrai luxe du documentaire, de laisser aux personnages le temps de donner, et pas de leur prendre. Oui, exactement. Essayer de laisser l'opportunité à l'autre de venir à soi plutôt qu'aller forcément chercher. Est-ce qu'il y a un des musiciens ou plusieurs qui souhaitent en dire quelque chose de cette relation avec le réalisateur, avec la caméra qui vous a accompagné Alors ici, il n'y a pas d'obligation, puis ça peut venir aussi plus spontanément quand vous en aurez envie, il n'y a pas de problème. Non, mais je trouve qu'il a fait un bon résumé. Salut. Non, je trouve que Jérôme a plutôt fait un bon résumé. C'est vrai qu'en fait, assez vite, il avait tout le temps sa caméra sur l'épaule. Donc en fait, pour nous, c'était un peu comme, je sais pas, avoir un pote qui avait un chapeau rigolo et au bout d'un moment, on n'y faisait plus attention. Donc en fait, il était tout le temps avec sa caméra. Ça faisait partie de son corps. Donc en fait, dès qu'on lui parlait, dès qu'on lui adressait la parole, il était en train de nous filmer. Donc au bout d'un moment, on était obligé d'oublier pour avoir une relation à peu près normale avec lui. Parce que le but, c'était pas juste de le considérer comme une caméra qui marche, mais aussi de l'intégrer un peu dans la tournée. Et voilà. Puis après, vu que nous, on va tout le temps sur scène, on se met en scène et tout, je pense que la caméra nous dérange peut-être pas tant que ça. Je sais pas. Moi, par exemple, je suis hyper bavard, on le voit pendant tout le truc. Et du coup, dès qu'il était là, j'en profitais pour aller lui raconter des conneries et tout. Puis on est tous un peu comme ça. On voit que JS est très à l'aise en interview. On voit que Ousseynou a tout le temps envie de parler de son projet. Ben, on a tous envie, en fait, de raconter ce qu'on a raconté, comme je suis en train de faire là. Et cette phrase est beaucoup trop longue, alors je ne dis plus rien. Vous voyez. Merci. Merci, Christophe. Merci. Tu as dit quelque chose d'important, je pense, par rapport à ton travail. Tu as dit cette caméra, c'est comme si elle fait partie de son corps. Et quand on parlait tout à l'heure de votre travail sur ce film, tu dis à quel point toi, tu as besoin d'être en empathie, en énergie, de partager un peu l'énergie de tes personnages et de ce qui se passe quand tu travailles et quand tu filmes. Et ça se sent, ça, c'est un film. Celui-là, et peut-être si on a un petit peu de temps, on verra d'autres, un petit échantillon d'autres de tes travaux. On sent une énergie assez phénoménale. Il y a besoin, il y a du mouvement. C'est important, ça, pour toi? En fait, ce qui est la chance du documentaire, c'est que ça permet de vivre par procuration plein de vies différentes. Et moi, et je l'ai choisi en fonction de ça, mes sujets, parce que j'ai plein de vies que je vivrai jamais, que j'aimerais bien vivre. Et la vie d'un groupe en tournée, et c'est ça qui était ultra excitant sur le pitch quand on me l'a proposé, c'est que moi, je suis pas musicien, en tout cas pas musicien, et pour me retrouver sur une scène, et le rêve de ressentir ce que c'est que l'émotion d'être face à une foule, et j'ai cette chance d'avoir vraiment l'impression, quand je suis sur scène en train de filmer quelqu'un ressentir une émotion, d'avoir au travers du vecteur de la caméra, je la ressens, l'émotion. Et donc il y a des moments dans la tournée où vraiment le concert de fin à Shenzhen ou le premier concert à Pékin, c'est assez grisant, parce que ou aussi en Corée à Séoul, quand il y a eu le featuring avec tout le monde sur scène, ben c'est rigolo, parce que filmer des gens qui ont les larmes aux yeux et qui sont en communion, moi je suis dans le même état qu'eux, en fait, et je ressens la même montée, la même intensité, la même adrénaline, c'est quelque chose d'extrêmement grisant. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans les images. Et avec la caméra, j'essaye non pas de... Et c'est parfois, et c'est souvent ce que je me dis quand je filme, c'est fais des larges, parce que j'ai plutôt une tendance à aller capturer aller au contact, un bout de poussière dans un flair de projecteur, un mec qui fait un accord en macro, et j'ai un peu parce que je suis vraiment je me projette dans le faire et dans ce qu'ils sont, et que c'est bien pour la narration d'avoir comme des plans larges et de pouvoir situer un peu où se situe. Et alors justement, pour cette narration, cette énergie-là et cette émotion que toi tu ressens et que tu transposes dans ton écriture, ce qui est très important aussi pour la rendre, c'est le montage. Et on voit bien à quel point il y a un gros travail, un travail important de montage dans le parti pris narratif du film. Alors Elisa, vous aviez déjà travaillé tous les deux, c'est pas votre première collaboration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment tu arrives sur ce projet, comment tu t'en saisis et comment vous travaillez peut-être tous les deux? C'est vraiment une écriture, il y a un gros travail d'écriture au montage. Parce que moi, je vais lui laisser la parole juste après. Moi, je reviens avec quand même plus de 40 heures de rush. Et c'est un temps, en documentaire, quand même, le temps de montage est assez court, on a 5 semaines.
Donc c'est très court. En gros, on passe la première semaine à regarder les rushs. Et après, il faut prendre des directions, faire des choix. Et bon, après, elle expliquera ça mieux que moi, mais il y a une vraie structuration du récit. Et il y a une vraie rationalisation du récit pour que ça reste intéressant, rythmé, et que 52 minutes ne soit pas un enfer à regarder. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc oui, effectivement, moi j'arrive... on a parlé en amont du montage avec Jérôme, comme il a dit, on a parlé un peu des interviews, des thématiques qu'il voulait aborder. On s'est dit que c'était important de poser un peu les mêmes questions à chaque musicien pour que les propos puissent se compléter et qu'on puisse construire un film à partir de ça. Et après, donc, moi j'arrive bien après, j'ai pas du tout vécu la tournée, je ne connais pas les musiciens, je connais pas leur musique, donc j'ai vraiment un premier regard où je découvre toute cette tournée et je la vis en fait après eux. Et j'ai effectivement, je regarde des rushs pendant une semaine, puisque donc il y a 40 heures de rush, un peu plus. Donc c'est vraiment un travail de sélection, d'essayer d'épurer, de retenir un peu l'énergie de cette tournée, d'essayer de la retranscrire en fait, d'essayer de comprendre comment la construire, oui, enfin, comment raconter une histoire. Donc on s'est posé la question de la raconter ou pas dans l'ordre chronologique, mais très clairement, il est apparu assez vite qu'il y avait vraiment entre les groupes qu'il se passait quelque chose, qu'au début, comme disait Jérôme, en Chine, c'était plutôt calme, il y avait plus de distance entre la caméra et les musiciens. Et puis petit à petit, il y a eu les featuring, il y a eu toute cette ambiance qui s'est créée. Donc on a décidé de rester dans cette chronologie en fait, de la tournée. Et après, il y a eu la construction des interviews, donc où on a essayé de raconter quelque chose, de grouper les thématiques. Et après, de faire que les séquences live essaient un peu de répondre aux thématiques abordées dans les interviews. D'accord. Et sur ce rythme très cut, sur ce montage presque très énervé, très tendu, vous êtes, c'est quelque chose que vous discutez ensemble ou rapidement vous êtes dans la même énergie justement sur cette écriture? En fait, c'est vraiment une complémentarité entre Jérôme et moi qui se passe bien et qu'on a assez vite trouvé. Parce que moi, je viens plutôt du documentaire un peu plus classique, on va dire. Donc on va dire que c'est plus de la construction, du récit, de la narration. Et Jérôme, lui, avec ce qu'il amène de ses expériences en clip, en pub, donc lui, il a envie que ce soit nerveux, que ce soit très, très énergique. Et je pense que ça se ressent dans le film, qu'il y a des parties plus clippées, on va dire, voilà, et des d'autres parties influences plus posées. qui sortent un petit peu du cinéma documentaire académique. C'est voilà. vrai qu'on voit... Et c'est ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que du coup, il me pousse aussi un peu... c'est son écriture à lui que j'essaie de mettre en image de ce dont il a envie et ce qui lui plaît, quoi. D'accord. C'est vrai qu'on voit l'influence peut-être de la publicité, enfin des codes, d'une certaine grammaire. Moi, je pensais même à la captation sportive, quelquefois l'utilisation des ralentis. Ça c'est quelque chose que tu revendiques un petit peu, ce mix. Oui, alors, et au-delà du... oui, la référence, c'est de la dramatique, en fait. Parce que les enjeux du réel, qu'ils soient de fiction ou documentaire, sont un peu... peuvent se transcrire avec des dispositifs de prise de vue et de montage qui sont la retranscription de ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain en les vivant. Et c'est vrai que, comme dans un combat de gladiateurs ou un groupe de rock qui joue sur scène, une image au ralenti avec une émotion, avec quelqu'un qui ressent quelque chose de fort, ça ajoute des éléments au récit et ça l'enrichit. Et c'est quelque chose qui aussi, je pense que par rapport à la linéarité d'un film, permet d'avoir des zones d'accélération, de décélération, de calme. Et c'est justement là où Elisa et son recul par rapport... d'une part à ce que moi j'ai vu, parce qu'il y a un problème aussi quand on réalise, qu'on fait les images, qu'on tourne, quand on fait beaucoup de choses, c'est qu'on manque totalement de recul et d'objectivité par rapport à la matière. Il y a plein de choses qu'on a dû jeter entre guillemets dans la phase du montage que moi j'aimais bien, par exemple, parce que le fait de les avoir vécues était chouette et d'avoir partagé ce moment et donc moi j'y étais attaché.
en tant qu'être humain, quoi, parce que je dis ah mais ça c'était un moment, et elle me dit non mais attends, en fait on s'en fout, tu vois, genre non c'est cool là avec tes potes, vous rigoliez bien, mais en fait par rapport à ce qu'on raconte aujourd'hui, vraiment je te jure il faut ah oui t'es sûr, ah non mais vraiment laisse tomber quoi, ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est ce recul et cette seconde lecture qui permet et qui enrichit et qui fait que le film ben, est plus intéressant au final, parce qu'il y a une prise de distance. Et effectivement, moi, dans mon travail, j'aime faire un espèce de croisement entre plein de choses différentes. Je pense que le documentaire, on est toujours en train d'apprendre, et j'espère que le prochain sera mieux que celui-là, qui est, j'espère, mieux que le précédent et tout ça. Mais il y a aujourd'hui une vraie... les lignes bougent beaucoup dans le documentaire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a plein de réalisateurs qui font des films incroyables et qui sortent vraiment et qui ont la... Je trouve que on est à la croisée de plein de chemins aussi en documentaire. C'est arrivé à la fiction avec les séries, voilà. Et aujourd'hui, dans le documentaire, il y a une nouvelle écriture qui est en train de s'installer, qui est plus dynamique, qui est un peu moins académique. Et je trouve ça intéressant de l'explorer. Alors des fois, ça marche, des fois peut-être moins bien. Et forcément, quand tu revois le film pour la 4e fois, tu te dis bon, ça, j'aurais peut-être pu m'abstenir, mais il y a d'autres choses qui sont efficaces. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie jubilation à mélanger un petit peu, mélanger au bon sens du terme, à utiliser en tous les cas différents codes, les codes de différents genres, à inventer aussi. C'est vrai que c'est un film qui est habillé graphiquement, hein, on en parlait tout à l'heure. Ce champ, cette possibilité d'invention, c'est quelque chose qui te... Oui, qui te plaît. Oui, c'est quelque chose que je pense que je ferai dans chacun des projets, parce que là, que ce soit la cuisine, le verre, les groupes rock, ou peu importe la thématique, où j'ai eu l'occasion de faire des choses avec différents artisans autour des métiers d'art, j'essaie toujours d'amener les choses là où on les attend pas forcément, ou d'être dans quelque chose d'extrêmement contemplatif, ou dans quelque chose d'extrêmement vivant quand c'est censé être calme, et de continuer d'explorer différentes manières de raconter l'histoire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une grande générosité. C'est vraiment encore une fois, dans le bon sens du terme, c'est un film très feel good. C'est vrai qu'il vous êtes bien servi, les groupes. Il y a de la générosité, de la bienveillance. Ouais, mais c'est le mot que j'aime bien, c'est la bienveillance, parce que je pense que en fait je viens d'une école documentaire. L'école dans laquelle j'étais, c'est une école qui a fait un format qui est connu de tous, qui s'appelle Striptease. Et cette école, il y avait un... Belge. Voilà, c'est des Belges, et en gros il y avait toute une partie de séminaire où selon le regard qu'on porte sur le sujet qu'on est en train de raconter, avec la même matière, on peut présenter les gens d'une manière extrêmement ridicule ou extrêmement positive. Et moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on a tout intérêt à présenter les gens, non pas, faut pas être des magots non plus, mais sous leur meilleur jour, que d'en présenter des aspects extrêmement négatif. Et ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai pas dû forcer le trait, parce que j'ai eu plutôt de la chance, parce que objectivement ils étaient tous plutôt bienveillants et sympa. Ouais, c'était des bons clients, quoi. C'est compliqué. Ça m'est déjà arrivé t'es sur un projet, tu rencontres quelqu'un, c'est un pire con, et tu dois faire un sujet sur lui, ça se passe extrêmement mal au tournage, ça se passe extrêmement mal relationnellement avec lui, et tu dois quand même livrer un film derrière. C'est pas le même film, mais tu le livres quand même. Mais quand là, la chance te donne l'opportunité de rencontrer des gens avec un groupe qui est assez homogène, moi c'est ça qui m'a vraiment surpris chez eux, c'est la cohérence du groupe. Parce que je me disais quand même, c'est des égos d'artistes, je sais ce que c'est. Les musiciens ou les comédiens, c'est un peu le même combat, quoi. C'est le pire comme le meilleur. Et donc j'avais un peu d'appréhension en me disant qu'est-ce que ça va être, quand même une dizaine de musiciens entre eux, avec chacun leurs problématiques. Et en fait, tout le monde était extrêmement... il y avait, par rapport à la place du temps des répétitions, des balances, même du matos, de tout ça, tout le monde était dans la même optique et avait la même fraîcheur, la même envie d'être là et de chaque fois donner le meilleur de soi. Et
je pensais qu'il y aurait plus de cynisme, plus de lassitude ou une espèce de posture un peu blasée, mais au contraire, tout le monde était plutôt content d'être là, avait envie de donner le meilleur de soi, et c'est là où je pense, après c'est ma théorie, mais elle est peut-être foireuse, mais ça se ressent sur scène et ça se ressent dans les images, et il y a une forme de sincérité et de confiance, ouais, c'est sûr. Ouais, et qui marche, et qui fait que, moi, les gens à qui j'ai montré le film, et tout le monde dit, ouais, tout le monde avait vraiment l'air cool, et je dis, ouais, c'est pas fabriqué, quoi. Tout le monde était vraiment cool, et il y a eu vraiment c'était vraiment, je pense que tout le monde a partagé ce truc. Ces 3 semaines sur la route ont été un moment important dans nos vies à chacun, et c'est ce que ce film essaye un peu de retranscrire, je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires? Oui, Pauline. Alors, on va en parler, ça, de la diffusion. Merci de la question. C'est bien que vous parliez de ça. Excuse-moi, Pauline, on va juste répondre à la question avant de te passer la parole. C'est vrai qu'un film comme ça, un documentaire, c'est un gros travail en amont de production, en amont et pendant la fabrication de production. Et il y a aussi cette question importante de la diffusion. Un film ne vit évidemment que s'il est vu. Donc ça, c'est un gros travail qui doit s'anticiper et qui dure. Alors, qui veut répondre? C'est plutôt toi, Ismaël, sur alors la question des télévisions. C'est vrai que les télévisions ont une place dans la production des films. Pour réussir à faire un film comme ça, il faut trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Toi, tu n'es pas un producteur audiovisuel, ça n'est pas ton métier. Est-ce que tu peux nous parler justement de la façon dont tu as procédé, des difficultés qui ont été les tiennes, et peut-être de la diffusion du film, ce que tu envisages pour ce film aujourd'hui? Jérôme l'a rappelé, c'est vrai qu'on a lancé le OK Go très très peu de temps avant le départ en Asie, et on était donc sur une temporalité complètement différente des différents dispositifs de financement qui peuvent exister et favoriser la création et ou la diffusion, quoi. Donc on avait cependant des intérêts en télé au niveau national, chez les diffuseurs classiques, on va dire. Bon, fort de cet intérêt qui s'est jamais confirmé, on s'est dit, bon allez, on y va. Moi j'avais déjà quand même eu un petit bout de financement de la part de l'Institut français en numérique, et puis j'avais des visées d'exploitation un peu plus lointaines, pas immédiates en tout cas, en disant qu'il nous fallait aussi un support pour témoigner de cette aventure qui j'espère va s'inscrire dans le temps, être récurrente toujours. Et il fallait aussi qu'on valorise donc, et qu'on puisse montrer ce qu'on fait. Et puis une œuvre audiovisuelle, elle peut être redécouverte des années, voire des dizaines d'années après sa création. Donc non, j'avais pas de financement solide au départ, et ni à l'arrivée. Donc en fait, j'ai un peu financé l'ensemble de ce projet-là avec le soutien et la souplesse du Prodexé, qui est à Paris, sans lequel le film n'aurait jamais vu le jour, puisque tu le rappelais tout à l'heure, je suis vraiment néophyte. Alors il m'est arrivé de coproduire un documentaire il y a quelques années, plus classique, avec du temps, des financements. Et puis on produit souvent des clips, mais le format documentaire, c'était vraiment tout nouveau pour moi, à la fois dans la préparation, dans la production, l'exé et la commercialisation. Cependant, bon, mon travail il est vraiment à la frontière de la création, de l'écriture et de l'exploitation. Donc d'emblée, effectivement, j'ai quand même, je me suis pas lancé dans cette aventure sans me dire qu'on n'avait aucune exploitation. Voilà. En revanche, c'était sans doute peut-être un peu flou, mais je regrette pas. Je pense que je reste assez confiant sur la capacité de ce film à vivre au travers donc de festivals comme celui qui nous accueille aujourd'hui, sur de l'achat en local. Donc là, ça va être plutôt les TV locales. Il y a potentiellement des exploitations à aller chercher sur l'international.
Et puis de la VOD. Voilà, là on va attaquer tout ce qui est plateforme de VOD. Alors c'est des petites économies, ça ne couvrira jamais les frais directs liés à cette tournée. Et puis, bon, il y a une dimension qu'on n'a pas abordée. C'est vrai que Jérôme a réussi à trouver le temps, en plus de suivre toute cette tournée, pour réaliser aussi 2 clips. Un clip pour Manso et un clip donc, sur une des nouvelles compositions et interprétations de Juvénile. Plus de nombreux formats, mais je pense que ça fait l'objet d'une question que je ne voudrais pas déflorer avant de... Donc voilà, c'est aussi, enfin, on s'improvise pas. Voilà, producteur délégué d'un documentaire, ça demande du temps, de l'énergie, de l'expertise. Et je crois qu'en Bretagne, on a quand même la chance de bénéficier d'un réseau et d'acteurs assez pertinents et qu'on va voir au fil du temps. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie... on a vraiment travaillé dans l'immédiateté, en fait. Dans l'immédiateté, je pense que ça se ressent même aussi dans le film. Je crois que c'est un projet assez spontané, finalement. C'est ce qui fait aussi sa force et quelque part... j'en reviens aussi à l'intérêt de ce documentaire, quoi, qui était aussi de pouvoir témoigner dans le temps de quelque chose d'assez éphémère, finalement, et immédiat, quoi. Pauline ? Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport à la musique du film. Est-ce que la musique que vous avez utilisée, c'est des prises de concerts, par exemple, ou est-ce que vous avez utilisé la musique de leurs albums, en fait? Il y a les deux. En fait, on a eu la chance d'avoir Olivier Bastoche, qui était l'ingénieur du son et blagueur notoire, et qui était avec nous. Et c'est Olivier Bastide, c'est ça? D'accord, c'est pour ça que tout le monde rigole, je ne comprenais pas. C'est Olivier, qu'on appelle donc Bastoche. Voilà, excusez-moi. Et donc Olivier a eu la bonne idée de... Enfin, c'était prévu, en fait, c'était anticipé, c'est pas une idée qui est arrivée. En fait, il a enregistré chacun des concerts. Donc on s'est servi au maximum des prises de live. Et je pense que pour certaines parties, pour les parties plus clippées, justement, de transition, c'est plutôt parce qu'en termes de son, la production et le mix d'un morceau d'album a plus de pêche que celui d'une prise à la volée d'un live. Donc ça, c'est plutôt les morceaux d'album. Mais en tout cas, c'est exclusivement les morceaux viennent exclusivement des 3 groupes, par contre. Et de Yuxek, ouais. Yuxek, il y a 2 morceaux de Yuxek, et sinon c'est que des groupes. Ok, et pour prolonger un peu ma question, dans quelle mesure la musique a dirigé la narration, en fait? Je veux dire, est-ce que vous partiez d'un morceau de musique et vous composiez une séquence, ou... Voilà. Ça, c'est Elisa. En fait, les deux venaient un peu... Non, les musiques, on les a choisies un peu au feeling, j'ai envie de dire. Enfin, certaines étaient effectivement, quand on avait le groupe sur scène, on prenait un morceau effectivement qui venait du concert. Et après, ça s'est vraiment fait en fonction des ambiances, des séquences. On voulait aussi que chaque groupe soit représenté. C'était aussi quelque chose qui était compliqué, puisqu'il fallait en même temps qu'on sache quel groupe faisait quelle musique, qu'on puisse quand même écouter la musique. Mais en même temps, on n'avait pas le temps, parce qu'on était aussi sur un format de 52 minutes qui est quand même assez court. Et donc présenter 3 groupes, faire écouter chacun leur musique, c'était aussi compliqué. Donc on a aussi un peu réduit les morceaux. D'ailleurs, j'espère que les musiciens n'ont pas été trop choqués. Et on a donc mixé parfois aussi des sorties de studio qui après revenaient sur les morceaux CD pour faire les transitions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, très bien, merci. Merci. On peut peut-être revenir un petit peu sur la Pardon. Et donc en termes de diffusion, je pense parce que la question, je ne sais pas si on y avait répondu, je pense qu'il y a un acteur local qui va le diffuser. Oh. Ah oui, d'accord. Et sinon, il sera disponible en VOD bientôt. Voilà. Voilà, je voulais revenir justement là-dessus, sur l'importance du web pour la diffusion documentaire, plus largement pour la promotion de la musique et pour la promotion des images. Toi, tu as une stratégie
vous avez décliné un petit peu ce film en d'autres supports. Tu peux nous expliquer Non, ce documentaire, il a une vie propre et bien distincte de tout ce qu'on a pu produire par ailleurs et réaliser par Jérôme. C'est vraiment une œuvre dont on a voulu respecter aussi l'unicité. En revanche, on avait d'autres objectifs qui relèvent davantage effectivement de la promo du projet, de la marque, des artistes, à la fois en Chine et en France. C'est-à-dire qu'il fallait aussi produire du contenu pour pouvoir maintenir, et créer de l'intérêt et maintenir un intérêt autour de, on va dire, promotionnel et de communication autour de ce projet. Donc Jérôme a accepté en amont de tourner un teaser de la tournée d'une part, des capsules Vine, donc format Vine environ de 6 à 10, 15 secondes où les artistes se présentaient en chinois. Et puis au fil de la tournée, on a opté pour des capsules plutôt de 2 à 4 minutes qui retraçaient 2 à 3 journées en Asie, dans l'idée étant de pouvoir témoigner au plus proche de ce qui se passait. Donc là, pour le coup, l'écriture était complètement différente, même si forcément Jérôme y applique toujours un soin particulier. Et donc c'était effectivement, quand il disait qu'il fallait monter le soir, on en était là, il fallait dérusher, monter. Il faut faire en plus, on faisait face à plusieurs problème, c'est que bon, il y a des c'est pas facile l'internet, c'est plutôt un internet fermé, enfin même complètement fermé l'internet chinois, et donc pour envoyer des données et en recevoir, il fallait passer par des dispositifs un peu spéciaux. Il y avait le décalage horaire, donc ça a rajouté de la complexité à un projet qui était déjà bien costaud, bien lourd. Voilà, donc non, pour répondre à ta question, non, c'était complètement différent. Et finalement, là, j'ai participé à d'autres festivals à Premier Plan ou à Angers notamment, où on devait témoigner un peu où je témoignais de cette expérience, on va dire transmédia. Mais le mot transmédia, finalement, c'est pas imposé. On s'est pas dit on va produire des contenus transmédia. Ça c'est venu à la fin, où on s'est rendu compte que, au final, on avait tout un certain nombre de formats, et je dirais même cross-média, puisqu'on a travaillé sur l'écrit, sur la photo, le papier et web, quoi. Donc l'idée, c'était d'avoir vraiment des formats plutôt taillés pour les fans ou les publics intéressés, qui puissent partager, interagir rapidement et, on va dire, accessible tout de suite, quoi. Voilà. Merci. Oui, j'aurais une question à poser. Je pense que ça concerne Ismaël en particulier. Mais au préalable, je voudrais vous féliciter, surtout Jérôme, pour votre façon de vous intégrer au groupe et puis de vous faire oublier. Ce qui leur a permis de se lâcher beaucoup plus facilement et plus spontanément. Ma question, je crois que vous en étiez pas loin tout à l'heure, en parlant des problèmes de l'Internet et de la circulation de l'information en Chine. Il y a une séquence qui a été zappée, je veux dire, dans votre condensé, qui concerne un concert qui a été annulé, et qui a été annulé par les autorités locales, si j'ai bien compris. Et j'aurais aimé si vous pouviez nous en dire un petit peu plus du contexte dans lequel il y a eu cette... Alors c'est vraiment moi qui vais vous répondre, parce que Jérôme n'était pas sur cette date-là. En fait, il l'a expliqué tout à l'heure, on a eu des problèmes de caméra, il a fallu faire réparer un matériel d'une haute précision en un court laps de temps, et ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Et nous, on est parti à Jinan, qui est une ville jumelée, la région du Shandong est jumelée avec la Bretagne. Et c'était d'ailleurs, c'était un concert pour les 30 ans du jumelage entre la Bretagne et le Shandong. Et après une journée passée à balancer, à recaler le système son, parce que c'est assez épique, hein, on arrive dans des salles où il faut, comme le dit Olivier dans le documentaire, c'est souvent plein de surprises, quoi. Donc
Et après une dure journée de labeur, la police était arrivée et on commençait à nous faire comprendre que ça serait compliqué de jouer ce soir. C'était assez frustrant parce que la salle était complète, c'était une date que moi je produisais concrètement. Enfin, on avait vendu les billets, quoi. On sentait une réelle attente dans ce club qui est le seul petit club d'une ville quand même de plus de 4 ou 5 millions d'habitants. Ah non, il y a une petite ville. Voilà. Et du coup, la police est arrivée et nous ont demandé de les suivre dans une petite pièce. Ils ont dit mais jamais vous jouerez, quoi. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas de telle autorisation. Enfin, concrètement, ils voulaient pas qu'on joue, quoi. Cette autorisation n'avait jamais été demandée par les promoteurs, ceux qui nous accueillaient avant. Donc, ceci dit, c'est quelque chose. Enfin, on est revenu sur cette histoire-là plusieurs fois. Enfin, avec Jérôme, avec. C'est un moment effectivement assez fort, mais qui résume très mal finalement la tournée, quoi. Et parfois, on avait aussi peur que ça vienne un peu manger la narration, enfin prendre trop de place, voilà, dans l'histoire de cette tournée. Et finalement, c'est une aventure parmi tant d'autres. Et certains médias qui ont suivi notamment la tournée ont vraiment tourné leur papier et leur prise de parole sur ce concert annulé. Alors des concerts en Chine, oui, là on arrive d'être annulé, mais il y en a aussi beaucoup qui ont lieu. Et finalement, ça résumait assez mal la tournée. Donc à vrai dire, là je peux pas répondre pour vous. Je sais pas si au final vous l'auriez mis peut-être quand même un bout. Je sais pas. Voilà, il n'y avait pas d'image, mais j'ai senti aucune frustration. Moi, personnellement, j'en ai aucune. Voilà, En fait, ma question, c'était le pourquoi. On ne saura jamais. Voilà, on saura jamais. Je pense qu'on était occidentaux. Effectivement, il y a peut-être une autorisation qui aurait pu être demandée, mais quand bien même on l'aurait eu, c'est une autre autorisation dont on n'a jamais entendu parler, qu'on n'aurait pas pu fournir. Enfin, voilà, ça arrive. J'étais récemment encore avec une alliance française qui s'est vue aussi, sans raison, se faire annuler des concerts, quoi. Bon, ça reste quand même la Chine, mais encore une fois, c'est un propos qu'on a finalement assez éludé, puisque je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur cette tournée, on nous ouvre les bras à peu près partout où on va, et particulièrement en Chine. Particulièrement en Chine, il y a un vrai enthousiasme et les rencontres sont très très riches, même si c'est assez court. Donc, faut aller en Chine. Voilà. D'autres questions? Peut-être moi je voudrais qu'on revienne avant de voir éventuellement d'autres images pour conclure cette rencontre. Vous avez fait tous les deux une école de cinéma, la même. Donc tu nous as dit, Jérôme, alors que tu étais plutôt attiré par le côté positif, bienveillant, etc. Est-ce que on peut savoir ce qui t'a inspiré, quelle esthétique cinématographique? Est-ce qu'il y a des réalisateurs, peut-être des films qui, pour toi, sont particulièrement importants dans ton geste à toi de réalisation? C'est une question qui est toujours à laquelle il est difficile de répondre. Je consomme, je crois que je dois encore consommer aujourd'hui au moins une quinzaine, voire vingtaine d'heures de contenu par semaine, entre la série, les films et les documentaires. Je regarde énormément de choses et j'ai pas comme ça, il n'y a pas un auteur qui me vient spécifiquement en tête, mais en tout cas, il y a une plateforme qui s'appelle Vimeo, sur laquelle c'est ce qui rassemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme vidéo comme YouTube, sauf qu'elle est plus dédiée au métier de l'image, aux gens qui fabriquent de l'image. Et il y a un dispositif dans cette page qui s'appelle le Vimeo Staff Pick, et sur cette page, il y a l'organisme qui choisit dans toutes les vidéos uploadées, qui choisit de mettre en avant le travail de certains des réalisateurs qui soumettent leurs travaux. Et cette plateforme, en fait, c'est un peu comme si on jouait tous à la course automobile et on a tous les mêmes chances, parce que finalement, il y a à part la créativité. Et donc, sur cette plateforme, il y a justement, et dans le documentaire, je trouve particulièrement,
j'ai vu, il y a des choses qui sont vraiment étonnantes et toutes les semaines, il y a vraiment moyen de... En tout cas, c'est une source d'inspiration qui est vraiment extrêmement renouvelée, extrêmement dense et je trouve ça toujours étonnant de voir à quel point, sur des sujets parfois qu'on a déjà vus 1 milliard de fois, des gens arrivent à retrouver une écriture, à retrouver une nouvelle forme, de nouvelles idées, une nouvelle manière de raconter. Et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai commencé avec un 5D, un zoom, et je suis allé filmer un mec dans un atelier au fin fond de la France. Et effectivement, Vimeo m'a permis de... Parce que c'est un peu mon cas aussi, c'est que cette plateforme m'a permis de mettre mon travail en avant et m'a mis en relation avec d'autres gens. Et c'est super d'avoir cette fenêtre ouverte sur la créativité et d'avoir en tout cas un lieu dans lequel on peut, jour après jour, voir le travail des autres et pouvoir s'en inspirer, parce que ça permet d'éviter de tourner en rond dans sa bulle, je pense. Et toi, Elisa, un peu la même question. Tu as cette même gourmandise des images des autres Oui, bien sûr. Forcément, je regarde aussi beaucoup de films, beaucoup d'images. Après, je pense qu'on est forcément influencé inconsciemment par ce qu'on regarde et par ce qu'on aime. Mais quand on travaille vraiment, quand je monte un film, je me dis pas, tiens, je vais faire comme un tel ou comme un tel. Je pense que c'est plus quelque chose qui vient intuitivement. Après, c'est... Voilà. Un dialogue avec le réalisateur. Oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment une collaboration où on essaie de se compléter, où j'essaie de comprendre ce qu'il veut et voilà, et de donner vie au film. Pour qu'on voit comment vous vous complétez bien, est-ce que tu peux nous montrer quelques images donc, de ce documentaire, Art of Glass ? It really is a very tactile, very emotional translation, but it's also very dangerous. I never really look at it as something that I made as much as, something that has come just through me. Action! It's quite an experience, isn't it? Maybe symbolically, it's always me chasing my dream. It's that or running away from my past, I don't know. All the fucking crap in my heart, in my head, all the things that I'd seen. I mean, I wanted to live so bad, but it was so painful. You're not gonna die, you're not gonna die. For all the stuff he's gone through, this is what he gets. It's a sort of complete injustice. I realized a lot of things about me, and for the first time in my life, I felt loved. That part of me when I was a child that thought about, head in the skies, life could be magic and no matter what, keep your head up, keep going. And these clouds, I feel like it's the end and the beginning of a long road. 17, 18, 19, 20. Oh man. Quand la salle est pleine, là il y a un moment... C'est un jeune chef à Paris. Un service, c'est une salle qui se remplit et qui se vide. Quand elle se remplit, on se fait la main sur les plats, on se chauffe, et tout d'un coup, quand la salle est pleine, là il y a un moment compliqué à gérer. Tu dois à la fois être précis à faire quelque chose de beau et en même temps tu es dans une espèce de tension. C'est à la fois être hyper conscient de tous ces gestes et en même temps travailler comme un robot. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Il n'y a plus rien d'autre que l'objectif commun, que ça sorte vite.
Je pense que ça relève de la performance sportive, pas loin des endorphines que peuvent provoquer un truc comme ça, hyper intense. Tous les cuisiniers sont un peu addicts à ça. Le coup de feu, c'est ce moment où tout marche en même temps, où tous les gens ont faim. Les assiettes doivent sortir tout en même temps. Il faut arriver à coordonner tout ça. On est à la recherche d'une espèce d'idéal chorégraphique, un vrai travail sur le geste, l'économie du geste. L'exigence, c'est de la rester jusqu'au bout. Et après, on souffle, quoi. Bravo, ça c'est du teaser, hein. À l'adrénaline. Un truc qui dit le travail sur le geste, on voit que c'est vraiment important pour toi. Et ce second teaser, tu m'en as parlé un petit peu de ce film tout à l'heure, et c'est assez révélateur de ta façon de travailler. Est-ce que tu aimes par-dessus tout? Quand je parlais d'adrénaline, il y a vraiment ça. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, en fait, dans quelles conditions tu as tourné dans cette cuisine qu'on imagine? C'est pas les conditions forcément optimales pour tourner, j'imagine, une cuisine de restaurant? Non, c'est un espace qui doit faire 10 mètres carrés. Ils sont déjà 12 dedans et ils ont déjà à peine la place pour travailler. Et effectivement, je pense que je suis un peu accro à l'adrénaline et à l'accro à l'adrénaline de l'autre, et que forcément il y a des sujets qui sont sur lesquels il est très inspirant et que je les choisis à dessein, quoi. C'est des sujets que je choisis parce qu'ils sont porteurs de cette capacité dramatique, et c'est ça que j'essaye de retranscrire dans mon travail, voilà. Et on voit que tu aimes l'image, tu aimes la photo. Ça, c'est quelque chose. Tu as une formation aussi de photographe. On voit qu'il y a une beauté, un soin porté à l'image, à la belle image. Ouais, alors, moi, mon premier métier, c'était de faire l'image. Et je suis rentré par ce biais-là à la réalisation. Donc au départ, moi, j'étais directeur de la photo, opérateur. Et donc j'ai fait des études en ce sens. Et donc c'est par ce biais-là que je suis rentré. Donc forcément, je pense que ça donne aussi peut-être un caractère plus spécifiquement attaché aux soins de chaque film que j'essaie de sortir. Il y a une vraie volonté de finition et de rendu qui soit spécifiquement beau et esthétique. Et que la part de l'image est grande dans ce que j'essaie de faire, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions dans la salle? Le budget général du film. Alors. La rémunération du réalisateur. Et pareil pour la monteuse, si elle a fait aussi l'habillage graphique. Non, c'est pas moi qui ai fait l'habillage graphique. Pour la rémunération, il faut que je compte. Alors je passe le micro à Ismaël. Bon, il n'y a rien à cacher non plus, mais on est sur un budget autour de 100 000 €, avec les voyages, les hébergements, les visas, les imprévus. Et je crois que Jérôme, il a vraiment fait des efforts. On est autour de 20 000, je crois. Ouais. Et j'ose même pas dire. Voilà. Avec. Ouais. Mais voilà, c'est sans ces efforts-là, le docu voyait pas le jour, c'est évident, quoi. Donc. Ah non, faut multiplier. Non, c'est un autre budget, ouais, complètement. C'est 300 000 en tout, voilà, 100 000, 200. K. Ouais. Voilà, 100 000, c'est-à-dire que c'est pas un budget phénoménal pour un documentaire 52 minutes, loin s'en faut, hein, bien dire ça. Ouais. Bon, alors on finit là-dessus, sur ces questions d'argent.
Bon, bah, je vous remercie tous les trois, en tous les cas, vivement. Et puis, je vous souhaite d'autres beaux projets et puis que ces films tournent et vivent longtemps. Merci.